Vous m'entendez ou pas là tous? Ouais, Ouais, nickel. C'est Tom. Tom, tu m'entends pas bien du coup? Non, non, j'entends presque rien, mais je vais C'est essayer de peut-être ta suivre. connexion par contre, mais... Ah oui, bah ça c'est sûr. Ok, bon bah on va essayer de se démerder. Ouais, Ok, vas-y. bah c'est parti, je vais lancer le partage. Euh, Toc, c'est parti. Alors, attends. Nickel. Vous me confirmez dès que vous voyez l'écran et puis on est parti. ouais, c'est bon pour moi. Ok, perfect. Du coup, bonjour à tous. Donc, on va entamer la troisième formation donc sur ce module d'intelligence artificielle. Donc, cette formation, elle va porter sur tout ce qui concerne l'apprentissage assez général des modèles d'intelligence artificielle. Donc, vous allez voir que je vais prendre un exemple avec un certain modèle en particulier et aussi avec le modèle que vous avez étudié, donc qui est le perceptron multicouche, donc les réseaux de neurones basiques. Vous l'avez étudié avec Sébastien normalement la semaine dernière. Du coup, en premier, on va faire des rappels sur la représentation du modèle. Ensuite, on va voir la fonction de coût, donc la fonction J. Donc ça, c'est une norme, elle s'appelle J, ça, il faudra le savoir parce que c'est important parce que c'est normalisé. Ensuite, on verra la descente du gradient et l'algorithme de rétropropagation. Et si j'ai le temps après, on fera, je ferai vite fait un exemple avec un réseau de neurones simple avec TensorFlow. Donc du coup, la représentation d'un modèle. Alors, je ne sais pas comment Sébastien l'avait présenté, mais c'est la même chose que je vais faire en tout cas. Donc, pour rappel, un modèle, vous avez plusieurs éléments. Donc, d'abord, vous avez, donc ça c'est dans le mauvais ordre, j'aurais dit commencer par X. Donc, X, ça va être le vecteur donc de ce qu'on va appeler les features, donc les caractéristiques, et ça va être notre entrée de modèle. Donc, par exemple, notre entrée de réseau de neurones. Donc, les features, c'est les caractéristiques qui vont nous permettre de prédire du coup une sortie. Donc, si je prends l'exemple à droite, donc la pomme, pour ce qui caractérise cet objet, du coup, la pomme, c'est une liste de features. Donc, par exemple, on a la longueur, la largeur, la couleur, la présence d'un creux à la base, par exemple. Donc, ça, ce sont les features qu'on va mettre en entrée. Donc, ce sera un vecteur qu'on va appeler X. Ensuite, il y a les labels. Donc, ça, c'est les sorties, donc ce que va prédire notre modèle. Donc, ils ont la nomenclature de Y. Donc, ici, par exemple, notre label, c'est une pomme. Donc après, évidemment, il faudra transcrire avec des chiffres. Hein. Donc on va prédire 0 ou 1, par exemple, entre pomme et poire. Donc on a nos X, donc nos features. On a notre label. Et on a N. N, ça va correspondre au nombre de paramètres qu'on aura. Donc par exemple, sur un perceptron multicouche, on peut avoir un certain nombre de paramètres. Donc les paramètres, ce sont les poids que vous avez vus avec Sébastien, en gros. Et donc les paramètres, la norme veut qu'on les appelle θ de manière générale. Certains les appellent W, donc voilà, après, j'ai pris les normes du coup qui ont été définies par Andrew Ng, un chercheur en IA qui est plutôt connu. Et donc ensuite, on va avoir nos données d'entraînement. Donc souvent, la lettre qui les caractérise, c'est la lettre M. Donc par exemple, si on a 1000 données d'entraînement, alors M égale 1000. Et une donnée d'entraînement, c'est un couple entre un vecteur de feature et un label de sortie. Donc, comme vous pouvez voir, voilà le couple entre parenthèses. Et donc, on va avoir notre fonction de prédiction qui s'appelle l'hypothésis, et donc évidemment qui dépend de deux choses, c'est les entrées et, les paramètres. Donc ça rejoint tout ce que vous avez vu à propos du perceptron. Donc le perceptron, il a bien sûr ses entrées, qui sont les features, donc le vecteur X. Il a ses poids, du coup les paramètres, c'est la même chose, donc c'est la lettre θ. Et il va prédire une sortie, donc ici c'est le label, donc c'est Y. Et donc du coup, la fonction de prédiction donc, que vous avez vue la dernière fois, elle se nomme H, donc c'est l'hypothésis, donc ça vient de l'anglais, donc hypothèse. Et donc c'est une fonction qui dépend principalement voilà, de θ et de X. Donc est-ce que vous reconnaissez bien la fonction, juste pour que ce soit clair? Ouais.
Ok. Donc là, je voulais présenter de manière beaucoup plus mathématique peut-être que Sébastien. Mais voilà, enfin, il fallait plonger dedans un moment parce que si vous commencez à lire un peu des articles, enfin, des articles scientifiques, c'est cette nomenclature très souvent qui est utilisée parce que c'est la norme dans ce milieu-là en tout cas. Donc la fonction de prédiction s'appelle hypothésis et elle est représentée par la lettre H. Donc voilà, donc ça, vous êtes OK là-dessus. Ensuite, on va passer à la fonction de coût. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous ayez n'importe quel modèle d'intelligence artificielle, hein, que ce soit le perceptron multicouche ou n'importe quel autre modèle qui existe, parce que pour l'instant, vous avez vu que celui-là. Donc, chaque paramètre ou chaque poids, il aura un coût qui aura un impact, bien sûr, sur la précision du modèle. Donc, la précision du modèle, c'est si le modèle, du coup, va réussir ou non à bien prédire ce qu'il doit prédire, justement. Donc, par exemple, si notre modèle va réussir à prédire que c'est une pomme dans la plupart des cas, on va calculer qu'il aura une très bonne précision. À l'inverse, s'il n'y arrive pas, c'est qu'il a une très mauvaise précision. Donc, le principe de la fonction coût, c'est qu'en fait, ça va nous permettre non seulement de mesurer la précision de ce modèle, mais en plus d'ajuster les paramètres avec ce qu'on va appeler l'apprentissage. Donc, juste pour information, l'apprentissage, c'est l'apprentissage justement de ces modèles. C'est un concept assez vieux. C'était déjà Alan Turing, un célèbre mathématicien, donc qui avait déjà émis cette hypothèse que pour que la machine soit aussi performante que l'homme, même si elle ne le sera jamais dans tous les cas, pour s'en rapprocher, il faut, tels des enfants, que la machine apprenne par ses erreurs jusqu'à ce qu'elle obtienne des meilleures performances. Donc, on va donc faire un apprentissage sur ces paramètres afin d'obtenir des bonnes sorties, des bonnes prédictions en sortie. Donc, premièrement, on va minimiser. Donc, je vais vous montrer comment on va construire cette fonction coût depuis son début. Donc, déjà, on va devoir minimiser l'erreur. Donc, l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est tout simplement la valeur que le modèle va prédire, donc la fonction h, moins la valeur réelle, donc la lettre, enfin pardon, l'élément y. Jusque-là, c'est clair ou pas? Ouais. Ouais, Oui. vas-y, continue. Ok. Donc, du coup, on va minimiser cette erreur. Donc ça va être l'erreur. Donc, c'est évidemment, si on a un modèle qui est parfait, cette erreur, elle vaudra 0 dès le début. Donc, on prend l'erreur au carré. Il y a plusieurs types d'erreurs qu'on peut calculer. Donc là, j'ai mis ce qu'on appelle le MSE, donc le mean squared error. Donc voilà, c'est normalisé également. On peut voir qu'il existe d'autres types d'erreurs où quelquefois on prend la valeur absolue. Donc voilà, ça c'est assez libre, mais la plus courante en tout cas, c'est celle-là. Donc on prend l'erreur au carré. Ensuite, il faut qu'on applique cette erreur au carré pour chaque exemple de notre dataset. Donc notre dataset, pour rappel, il est composé de M données d'entraînement. Donc je vous rappelle, hein, je reviens sur la petite slide. M, c'est bien le nombre d'entraînements. Donc là, on va faire du coup la somme de toutes les erreurs au carré pour chaque exemple ou pour chaque donnée d'entraînement, en gros. OK ? Ensuite, bien sûr, sinon, pour éviter d'avoir un nombre trop grand, on va faire une moyenne. Donc pour faire la moyenne, évidemment, on rajoute juste 1 sur m fois du coup la somme des valeurs au carré. Donc ensuite, on rajoute le fois 1/2 devant, parce que vous allez voir que ça va être pratique pour la suite. Parce que si vous mettez 1/2 fois une fonction au carré qui est dérivée, ça nous donne la fonction. Donc c'est un petit indice pour la suite qu'on verra. Donc du coup, on obtient une fonction coût. Donc là, on l'a. Donc la fonction coût, c'est 1 sur 2m fois la somme de toutes les erreurs au carré, donc de toutes les erreurs de notre modèle. Donc la fonction coût, bien sûr, elle va dépendre de tous les paramètres du modèle, donc de tous les poids, si vous voulez, du perceptron, par exemple. Donc si vous avez un perceptron avec, par exemple, 5 entrées, vous aurez 5 paramètres à entraîner de cette manière. Et après, le nombre de data d'entraînement, de toute façon, c'est à vous c'est selon les données qui sont à votre disposition et selon l'utilisation que vous en faites, quoi. Donc l'apprentissage, c'est ça. On va faire en sorte de minimiser cette fonction de coût. Donc, parce qu'évidemment, cette fonction coût, du coup, elle sera très élevée, la valeur sera très élevée si votre modèle n'est pas précis, donc s'il fait des mauvaises prédictions. À l'inverse, il tendra vers 0 s'il obtient des très bonnes précisions.
Donc pour ça, on va devoir modifier les paramètres par apprentissage. Donc je veux juste préciser une chose, c'est que cette fonction coût, elle est adaptée à chaque modèle. Donc ici, c'est pour un modèle qui s'appelle la régression linéaire. Donc c'est un modèle qui est utilisé pour faire du calcul continu. Donc par exemple, pour prédire le prix d'une maison. C'est une valeur qui est réelle, ça peut être 200 000,289 euros, mais voilà, ça peut prendre presque une infinité de possibilités en fait. Donc la régression linéaire, voilà, c'est juste pour la petite histoire, hein, c'est un modèle. Et donc j'ai repris cette fonction coût parce qu'elle est simple à expliquer et de toute façon c'est la même logique pour un réseau de neurones. On va faire une fonction coût en minimisant l'erreur. Donc ça c'est pour la fonction coût. Ensuite, donc la descente de gradient. Donc pour minimiser cette fonction coût, il va nous falloir un algorithme de minimisation qui va s'appliquer sur tout type de fonction. Donc il en existe beaucoup, mais le plus connu et le plus important à comprendre, ça s'appelle la descente du gradient. Donc la descente du gradient, je vais vous montrer vite fait comment elle fonctionne, et après je vous montrerai mathématiquement comment elle fonctionne. De toute façon, pour les prépas, normalement ça vous connaissez, c'est des notions que vous connaissez en maths. Enfin, vous les avez déjà vues en tout cas pour les P2, quoi. Donc, je vous ai fait alors c'est assez compliqué à présenter à distanciel, etc. Mais je vais essayer de faire ça au mieux. Donc là, en bleu, c'est notre fonction coût, donc Jθ, qui a été représentée. Donc attention, ici, je l'ai représenté en fonction d'un seul paramètre, parce que évidemment, sinon, c'est un peu compliqué à présenter, en tout cas à l'oral, comme ça, à distance. Mais évidemment, il faut bien penser que là, on travaille dans R1, donc on n'a qu'une seule donnée. Mais on pourrait très bien, enfin, de toute façon, cette fonction, elle travaillera dans Rn, parce qu'on a n paramètres à entraîner. Donc voilà, là, c'est comme si on avait un seul paramètre à entraîner. Donc, on a la fonction coût. Donc en fait, en fonction de la valeur du paramètre, évidemment, la précision sera plus ou moins bonne pour notre modèle. Et donc, il y a un endroit, ou plusieurs d'ailleurs, où elle sera meilleure que les autres. Donc c'est ce qu'on appelle le minimum global de la fonction. Donc, je précise aussi que ce type de fonction, elle est convexe. Donc, pour rappel, normalement, vous savez ce que ça veut dire, hein, concave, elle fait elle est hyper, enfin, comment dire, elle fait un peu comme une arche. Et quand elle est convexe, c'est qu'elle a un minimum global qui est en bas de la fonction, si je puis dire, qui est inférieur aux autres points. Et ça, du coup, ce type de fonction coût convexe, il est strictement associé à la régression linéaire, donc au modèle dont je vous ai parlé précédemment. Je vais vous présenter après une fonction coût, à quoi elle ressemble pour un réseau de neurones. Vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Donc là, pour vous présenter la logique, on a donc j'ai donc représenté ma fonction coût, donc la fonction j qui dépend du paramètre θ. Et alors ça, on y viendra par la suite, mais au tout début d'un apprentissage, tous les paramètres du modèle sont mis à une valeur initiale, qui est choisie aléatoirement. L'erreur à ne pas faire, c'est de mettre toutes ces valeurs à 0, donc les paramètres à 0, ou les paramètres tous avec la même valeur. Par exemple, si vous mettez tous les paramètres d'un modèle à la valeur 1, là, votre algorithme ne marchera pas de toute façon, ça ne pourra pas marcher. Donc, vous avez votre θ initial, qui est ici en rouge. Et en fait, le but, ça va être de descendre, comme son nom l'indique, je vais vous présenter après, vous comprendrez mieux, la descente du gradient, de descendre jusqu'à obtenir le minimum global de la fonction, et donc qui correspondra à l'endroit où le coût sera le plus faible possible. Bon, là, l'échelle est mal choisie, parce que j'ai fait ce graphique avec Excel et j'avais pas trop le choix. Mais bien sûr, ça ne va pas aller jusqu'à 600, hein. Ça ira on va tendre vers 0. Là, une erreur de 100, c'est très très élevé comme donnée. Donc voilà, donc la descente du gradient, c'est ça, c'est qu'en fait, on va chercher à ajuster les paramètres. Là, dans l'exemple, c'est un seul paramètre. À ajuster les paramètres pour viser le minimum global de la fonction, là où le coût sera le moins élevé, donc là où le modèle sera le plus précis possible. Donc, je vais vous présenter après comment ça marche. Et donc, pour commencer à introduire cela, justement, on a vu qu'en fait, pour le θ initial, du coup, il y aura une pente. Donc, c'est la tangente de la fonction au point θ. OK ? J'espère que jusque-là, vous me suivez. Et en fait, on va se servir de cette tangente
car au minimum global, la tangente, elle est nulle. Enfin, elle n'est pas nulle, mais je veux dire, sa pente est égale à 0. Donc ça, c'est bien important à comprendre. Normalement, vous l'avez vu en cours, c'est pour ça que je me permets d'en parler de manière un peu plus précise. On saura qu'on a atteint ce minimum global quand la tangente sera nulle. Quand la pente de la tangente sera nulle, pardon. N'hésitez pas à m'interrompre, surtout si vous avez une question ou même qu'il y a, voilà, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc ensuite, la fonction coût, c'est très très souvent bien plus compliqué parce qu'on a des minimums locaux. Ça va vraiment nous embêter. Donc, par exemple, ici, donc là, j'ai représenté, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, mais enfin, ça se fait assez facilement avec des librairies sur Python. Donc là, ici, c'est la fonction coût. Donc là, c'était pour un perceptron multicoût, justement. Donc c'est parfait pour notre exemple. Donc, on voit que sur l'axe vertical, c'est la fonction j, donc la fonction coût qui est représentée. Et évidemment, il faut que ce coût soit le plus petit possible. Ensuite, sur les deux axes, les deux axes horizontaux, donc là, cette fois, on a choisi de le représenter dans R2, c'est-à-dire avec deux paramètres. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer un perceptron qui a deux paramètres, donc deux poids qu'on va ajuster, donc c'est-à-dire aussi deux entrées. Et donc là, vous avez toutes les possibilités que peut prendre le coût, la fonction coût, en fonction de la valeur de ces paramètres. Donc à vue d'œil, on voit que déjà, le coût optimal serait ici. Donc je ne sais pas si vous voyez ma souris à l'écran, mais c'est en bas, du coup. On voit qu'il y a vraiment un creux dans la fonction coût, et là, ce serait intéressant. Par contre, on va voir aussi qu'il y a plusieurs minimums. Donc par exemple, alors attendez, je vais essayer de prendre le laser. T'inquiète, on voit ta souris, Arnaud. Ah ok, bon, je vais quand même le prendre, il est juste là. Donc ici, c'était le minimum global. Ensuite, par contre, on voit qu'ici, il y a un autre minimum, mais cette fois, il est local. Donc le minimum local, normalement, vous les avez vus aussi, je crois. Hein, c'est avec, vous avez vu aussi les cols. Ici, vous avez un col, vous voyez. Donc ça, normalement, vous l'avez vu. Donc l'idée, c'est de ne pas tomber. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça descente du gradient, on va voir ça. C'est de ne pas tomber dans les minimums locaux, même si on va voir que de toute façon, c'est irréversible, on est obligé d'y tomber. C'est très rare quand on arrive à tomber exactement dans le minimum global de la fonction coût. Donc voilà, donc là, nous, on doit ajuster nos paramètres θ pour obtenir le minimum, le minimum le plus faible du coup possible. Donc la descente du gradient, elle marche comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on a une valeur aléatoire initiale de nos paramètres. Donc par exemple, la valeur initiale, elle est ici. Donc dès que je lance mon algorithme d'apprentissage, les paramètres sont tels que on se place ici sur la fonction coût. Ensuite, petit à petit, je vais descendre en ajustant mes paramètres. Donc, je vais faire des petits pas. On va voir après comment ça marche, les petits pas. Et du coup, on appelle ça descendre du gradient, justement, parce que vous imaginez un peu que vous êtes sur une colline et vous commencez à descendre tout simplement. Mais grâce au gradient, du coup, ça s'appelle descendre du gradient, parce qu'on descend petit à petit au cœur de la fonction coût grâce au gradient. Et petit à petit, vous allez descendre jusqu'au minimum global ou local. Donc très souvent local. Ici, pour cet exemple, on tombe dans le minimum local, mais enfin, on aurait très bien pu tomber dans ce minimum local aussi également. Donc voilà comment marche la descente du gradient. Donc j'insiste sur le fait que là, j'ai fait une représentation en R2, donc avec deux paramètres, parce que évidemment, visuellement, on ne peut pas faire plus. Donc c'est une belle analogie avec les espaces vectoriels en maths, donc normalement que les P2, vous avez vu, où on peut très bien représenter donc, nos éléments quand on est dans R1, R2 jusqu'à R3. Par contre, dans R4, on ne peut pas le représenter visuellement, mais on sait que ça existe. Donc nous, notre fonction coût, je le répète, elle va fonctionner dans Rn. Donc n, le nombre de paramètres à entraîner. J'espère que je suis clair là-dessus. Ensuite, du coup, la descente du gradient, donc voilà, algorithmiquement, c'est vraiment très très simple. Hein. Après, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué dans la réalité. Donc c'est tant qu'on n'a pas une convergence, donc tant qu'on n'a pas atteint un minimum. Donc je vous expliquerai comment on fait pour découvrir pour savoir si on est dans convergence ou non. On va continuer de mettre à jour nos paramètres. Donc voilà comment marche la mise à jour. Donc là, on a un paramètre. Donc par exemple, ça pourrait être θ0. Hein. Donc voilà. Et voilà, il est là notre fameux la dérivée partielle, donc qui représente le gradient.
Donc, dérivée partielle, je pense que ça vous parle pour tout le monde dans tous les cas. Donc, c'est qu'on va faire la dérivée de toute notre fonction j, mais attention, de toute notre fonction j avec tous nos paramètres. Donc, s'il y a des milliers de paramètres, ce sera cette fonction-là. Mais en fait, on va la dériver en fonction seulement du paramètre qu'on va mettre à jour ici. Donc là, je pense que vous vous en rendez compte, mais c'est des calculs qui sont vraiment titanesques si vous avez beaucoup de paramètres. Donc, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de dessiner un graphe pour vous montrer exactement à quoi ça correspond. Mais très simplement, en fonction de l'orientation de votre pente, de la pente de la tangente au point du paramètre θ, on va aller dans une certaine direction. Donc descendre, enfin toujours descendre bien sûr, mais il y aura un sens, je vais essayer de vous montrer quand même après si je peux. Et donc il y a un paramètre qui est important, c'est le paramètre alpha. Il est très important parce que quand vous faites du TensorFlow, ça bien sûr vous ne l'écrivez pas. C'est pour comprendre tout ça que je vous explique. Mais par contre, le paramètre alpha, lui, il faut le préciser. Le paramètre alpha, il est appelé learning rate. Donc, on l'appelle le paramètre d'apprentissage ou le taux d'apprentissage. Et en fait, il va contrôler le pas de la descente. Donc, en fait, si vous avez un alpha qui est... Je vais revenir là plutôt. Si vous avez un alpha qui est très grand, vous allez faire des très grands pas. Et si vous avez un alpha qui est petit, vous allez faire des tout petits pas. Donc, ce qui nécessite, du coup, ce qui va impliquer aussi, bien sûr, un temps d'apprentissage beaucoup plus important. Donc, autre chose, vous allez voir du coup qu'en fait, le learning rate, il est constant et c'est lui qui va piloter la vitesse du coup de l'apprentissage. Mais on va voir aussi une chose, c'est que plus on va se rapprocher de 0 ici, parce qu'on va tendre vers un minimum global ou local. Donc, la pente de la dérivée, de la tangente, pardon, va tendre vers 0. Et donc, en fait, ça va impliquer une chose qui est très intéressante, c'est que petit à petit, les pas qu'on va faire vont automatiquement devenir de plus en plus petits grâce à ce principe, du fait que plus la pente s'annule, plus justement les pas vont être petits, parce que ça, ce sera une petite valeur. Du coup, c'est pour ça que ça explique qu'au début de l'apprentissage, on va faire des très grands pas, et donc on va améliorer les performances de manière importante. Donc retenez bien ça, c'est qu'au début d'un apprentissage, on va faire des grandes avancées, entre guillemets, en termes de précision dans l'apprentissage, parce que justement, on va faire des grands pas dans l'apprentissage. Et par contre, à mesure qu'on va se rapprocher du minimum global, donc à mesure que la pente de la tangente va tendre vers 0, on va faire des pas de plus en plus petits. Donc j'ai essayé de le représenter ici, donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai présenté, c'était comme ça. On va faire des pas de plus en plus petits jusqu'à atteindre le minimum global. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer trop dans les détails pour ce cours-là. Donc en tout cas, voilà, retenez bien ça, le learning rate, c'est très important parce qu'en TensorFlow, vous devez par contre le mettre. Donc en général, la valeur usuelle, après il existe des règles pour le poser, mais très souvent, ça se fait plus au feeling. Souvent, c'est aux alentours de 0,01, 0,05 dans ces zones-là, quoi. Petite question. Ouais. Pour le learning rate, genre, qu'est-ce qui se passe si tu le mets trop haut et qu'est-ce qui se passe si tu le mets trop bas, en fait? C'est ça justement que je voulais présenter parce que c'est important. Alors, en fait, je vais utiliser ce schéma. Si vous le mettez trop haut, donc il va faire des grands pas, il va progresser très rapidement, mais vraiment très très rapidement vers le minimum global. Sauf qu'à un moment, vous allez avoir un problème parce que vous allez être très très proche du minimum global. Mais même si la pente tend vers 0, si votre learning rate est trop important, vous pouvez sauter le minimum global et arriver de l'autre côté de la courbe. Et alors là, ça c'est très mauvais parce que vous allez passer votre temps à switcher de l'un à l'autre parce que le paramètre alpha sera trop important. Et là, du coup, vous atteindrez jamais le minimum global en tout cas. Donc ça, c'est pour si le alpha est trop grand. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on met une valeur petite de base, pour ne pas tomber dans ce cas-là, parce que ça, vous ne le saurez jamais. Vous ne saurez jamais si vous avez atteint ou pas le minimum global. Ça, c'est important à savoir aussi. Peut-être que vous serez là, vous pensez avoir atteint, mais en fait, non. Et si vous mettez un learning rate trop petit, c'est mieux du coup, parce que vous tomberez forcément sur le minimum global, mais le temps d'apprentissage peut être multiplié facilement par 10, largement. Donc c'est ça un peu le compromis. Donc voilà, on met une petite valeur, mais si elle est trop petite, on le paye après au niveau des performances et du temps d'apprentissage, qui peut être très important certaines fois. Donc c'est pour ça que
De manière normale, moi, je vous le conseille de le mettre à 0,01 en fonction de votre machine, en fonction de... C'est plus l'expérience ça, qui le fait, en tout cas. Donc, voilà pour le learning rate. Il va contrôler le pas de la descente. Donc, c'est important à connaître parce que, voilà, TensorFlow, vous aurez à le régler. Donc, ça, vous l'avez compris, cet algorithme de descente des gradients, il va mettre à jour tous les paramètres du modèle, donc les paramètres θ du modèle. Et chose importante aussi, il doit le faire de manière, comment dire, il doit faire tout en parallèle en fait. Vous n'avez pas le droit de faire, de faire paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3. Vous devez calculer en fait, le... Attendez, je m'exprime peut-être mal. Toc. Non, bah, à la limite, retenez de toute façon que voilà, dans cet algorithme, on va mettre à jour en temps réel tous les paramètres du modèle en même temps, en gros. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'idée aussi, c'est que on a souvent, enfin, là, on ne va pas les voir, mais on a souvent aussi des modèles avec des millions de paramètres. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'apprentissage qui coûte énormément en temps et en ressources. Parce que à calculer toutes ces choses-là, c'est très compliqué. Surtout quand vous faites la dérivée par rapport à une fonction complexe, qui est la fonction coût ici. Vous avez une somme à faire avec des sommes au carré. Très honnêtement, c'est très coûteux en ressources et en temps. Donc ça, c'est pour l'algorithme de descente du gradient. Donc pour rappel, hein, avant de continuer, on va mettre à jour tous les paramètres du modèle afin de viser le minimum. On va viser bien sûr le minimum global, mais on tombera tout le temps dans un minimum local pour la fonction coût. Donc jusque-là, j'espère que ça va. Ensuite, l'algorithme de rétropropagation. Alors là, c'est dommage, j'aurais bien aimé en parler plus, mais déjà, on est limité par le temps parce que je suis encore à l'ESEO, il est déjà 6h40. Donc en fait, comment il va marcher? Donc, on a un réseau de neurones ici, okay, donc, ou alors un perceptron multicouche, si vous préférez. Et en fait, lors de l'apprentissage, il y aura deux sens de fonctionnement. Donc, on aura le sens qui va des couches hautes vers les couches basses, des couches basses vers les couches hautes, et le sens inverse. Donc, la rétropropagation, elle est utilisée principalement dans les réseaux de neurones, mais après, je ne saurais pas dire, mais je pense qu'elle est utilisée dans beaucoup de choses également. Et l'idée générale, donc retenez bien ça, c'est le plus important, c'est de propager l'erreur depuis les couches hautes, donc depuis les sorties, vers les couches basses. Donc en fait, on va calculer une erreur globale à la fin, donc qui sera tout simplement notre fonction coût. Donc la fonction coût, on l'aura à la fin du réseau. Et en fait, on va propager cette erreur afin de déterminer en fait le coût qu'aura chaque paramètre. Donc ça, c'est un peu compliqué, je pense, à visualiser. J'ai pas pu faire de présentation pour parler de ça, parce que c'est encore un autre, c'est beaucoup plus long au niveau mathématique, etc. à présenter. Mais voilà, si ça vous intéresse, on pourra en faire une. Je suis en train de mon côté de refaire tout cet algorithme depuis zéro. Mais voilà, l'idée de la rétropropagation, c'est qu'en fait, l'erreur qui est en sortie de réseau, qu'on va calculer grâce à la fonction coût, on va la propager dans les couches inférieures. Et en fait, on va calculer à chaque fois l'erreur qu'amène, en fait, entre guillemets, chaque poids. Donc, je vous ai dit qu'on avait deux sens de propagation. On a le forward, donc je prends depuis l'anglais, et le backward. Donc, le backward, c'est la rétropropagation. En ce qui concerne le forward, c'est ce qu'on appelle de l'inférence. Quand on fait de l'inférence, c'est quand notre réseau est entraîné, donc nos poids sont déjà entraînés, nos paramètres, pardon, sont déjà entraînés. Et en fait, on va juste calculer l'activation de chaque neurone à chaque fois en allant du coup des couches basses vers les couches hautes. Et donc ça, tout simplement, c'est calculer l'hypothésis, la fonction h. Donc ça, j'espère que ça vous parle du coup. Donc par exemple, pour un perceptron, pas multicouche, un perceptron normal, faire de l'inférence, c'est faire entrée fois poids, plus entrée fois poids, plus entrée fois poids, et puis la fonction d'activation qui va derrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'inférence. Et l'inférence, elle est intéressante parce qu'elle va nous permettre de calculer l'activation de chaque neurone. Ensuite, on va faire le backward.
Donc, le backward, c'est on va calculer les coûts de chaque neurone, comme je vous l'ai présenté là, donc ce qu'on appelle propager l'erreur, hein, donc rétropropagation, c'est qu'on va aller dans l'autre sens. Donc, ça correspond à la flèche rouge. Donc là, maintenant qu'on a calculé les activations de chaque neurone grâce à l'inférence, on va partir dans l'autre sens afin justement de voir quels sont les paramètres qui nous coûtent le plus. Et du coup, c'est le fameux algo de rétropropagation que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je suis désolé, je n'ai pas pu en parler plus, même si c'est hyper intéressant, mais il est déjà 43. Alors directement, je vais switcher sur un code en TensorFlow pour vous montrer comment ça marche. Et si vous voulez, on pourra revenir dessus sur l'algorithme de rétropropagation pour les réseaux de neurones, parce que moi, je considère en tout cas que j'en ai pas parlé assez, malheureusement, mais il y avait trop de choses à dire. Et au niveau mathématique, c'est très intéressant. On utilise d'ailleurs un concept que vous avez vu, hein, qui sont les dérivés à la chaîne. Donc normalement, ça vous parle en mathématiques. Donc c'est comment calculer les dérivés partiels de la fonction coût. Parce que là, ce que je vous ai présenté là, ça paraît tout bête, mais cette simple dérivée partielle de la fonction coût, pour des milliers de paramètres, c'est juste impossible à faire, hein. C'est à la main, en tout cas, sans technique, c'est vraiment drastique et vous ne pouvez pas le faire de toute façon. Donc, on utilise la technique des dérivés à la chaîne pour le faire, et c'est très lourd en calcul. Et bon, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter ça, mais au moins, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'en fait, faire l'apprentissage d'un modèle, c'est donc avec la fonction coût, qui représente du coup le coût total des erreurs, du coup, l'erreur, le manque de précision aussi du coup du modèle, on va ajuster en baissant cette fonction coût, en minimisant pardon, cette fonction coût jusqu'au minimum local ou global, en modifiant les paramètres, donc en faisant l'apprentissage des paramètres. Donc j'espère que je suis clair. Donc je vais vous présenter de suite un petit exemple TensorFlow. Est-ce que vous confirmez que vous voyez le code? Ouais, c'est hyper intéressant en tout cas, Arnaud, vraiment génial. Ah, j'espère, j'espère en tout cas. Donc là, c'est un code TensorFlow, donc c'est moi qui l'ai fait pour un dataset qui est très connu, qui s'appelle MNIST. MNIST, c'est un dataset historique, puisque c'est le français Yann Lequin qui l'a utilisé en premier quand il a inventé les réseaux à convolution. Donc réseaux à convolution, on verra ça plus prochainement. C'est des réseaux qui sont adaptés à l'image. Donc TensorFlow, alors je ne sais pas où est-ce que Sébastien est allé avec vous jusque-là. Si on a vu la convolution. Ok, bah du coup vous avez déjà vu la convolution, ok, bah c'est parfait en tout cas. On y viendra plus en détail de toute façon par la suite. Donc je vais vous montrer comment on crée vite fait un petit modèle de réseau de neurones pardon, sur TensorFlow. Est-ce que vous en avez fait déjà un peu ou pas? Non. Non. Ok. Bon, de toute façon, je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour le faire, mais en gros, donc après, ouais, j'espère qu'on y reviendra, mais on fait des opérations de pré-processing sur nos données. Donc, on sépare, on normalise. Ah oui, alors j'ai peut-être pas parlé ça, mais normaliser les données, c'est très important. On va les mettre à l'échelle, souvent entre 0 et 1, ça va augmenter de façon presque exponentielle le temps d'apprentissage et la précision du modèle. Donc ensuite, voilà. Donc là, on va créer un modèle. Donc pour ça, on utilise, il y a plusieurs techniques. Moi, perso, je suis sur Keras et j'utilise du coup la fonction sequential. Donc sequential, ça va vous permettre de faire un réseau qui est séquentiel. Donc ça veut dire que les couches vont aller, vont s'assembler les unes après les autres en séquence. Donc je précise car ce n'est pas le cas des réseaux qu'on appelle les réseaux à récurrence, où le séquentiel est un peu perturbé. Donc les modèles à récurrence, c'est quand on va faire appel à une fonction mémoire, en fait, entre guillemets, qui est utilisée pour la lecture, notamment la lecture automatique. Donc là, c'est un réseau, c'est un réseau à convolution. Donc on crée un modèle, ici, donc qui est de type séquentiel. Et en fait, à chaque fois, on va venir ajouter une nouvelle couche. Donc là, ici, je vais prendre une couche de convolution qui aura 16 filtres. Donc, je ne sais pas si je dois rentrer dedans avec vous, parce vous ne l'avez peut-être pas vu encore, mais en fait, on va parcourir l'image avec un filtre qui va permettre de détecter des formes ou des contours. Donc là, j'ai choisi de prendre 16 filtres, parce que le dataset MNIST, il est assez simple, quoi. C'est que des chiffres en noir sur blanc, alors voilà, il n'y a pas besoin de détecter une voiture ou quoi que ce soit. Ensuite, donc ça, taille 3 sur 3, c'est ce qu'on appelle la fenêtre glissante. Donc, c'est une petite fenêtre qui va parcourir l'ensemble de l'image.
et détecter justement ces contours avec tous les filtres qui sont là. Et pour la première couche du réseau, on est obligé de préciser la dimension d'entrée. Je n'ai pas trop le temps de revenir là-dessus, donc j'espère qu'on pourra en reparler. Donc voilà, on crée notre couche. D'ailleurs, que ce soit convolution ou fully connected, hein, c'est la même chose. Hein. C'est add, et ensuite vous mettez ce que vous voulez. Donc par exemple, fully connected, c'est du dance. Donc c'est en anglais, souvent, pour du fully connected ou du perceptron multicouche, vous verrez dance. Donc ensuite, vous ajoutez une fonction activation. Donc moi, j'ai pris une relue. Donc ça vous parle, j'espère, parce qu'il l'avait présenté, Sébastien. Ensuite, on va faire du pooling. Donc ça, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est compliqué mathématiquement et surtout, voilà, on n'a pas le temps. Donc moi, j'ai mis par exemple 2 couches de convolution ici, donc 1 et 2. Ensuite, on va faire un flatten. Donc le flatten, on va convertir nos matrices en un vecteur de 1 dimension. Et ensuite, je fais une fonction dance. Donc une fonction, ça vous connaissez, c'est du perceptron multicouche. Donc j'ai pris de taille 16, donc ça veut dire que c'est vous imaginez une couche de neurones, de 16 neurones du coup, ici, avec une fonctionnalisation relue. Et alors oui, j'ajoute encore une autre couche fully connected. Donc dance aussi du coup, et par contre il faut bien faire attention parce que le nombre de neurones de cette dernière couche doit être égal au nombre de classes que vous devez prédire. Donc par exemple, si j'ai que 2 classes entre pomme ou poire que je dois prédire, ça va être une couche de 2 neurones. Ici, comme il y a 10 chiffres, ce sera 10 neurones. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite construction avec TensorFlow. Ensuite, pour entraîner le modèle, moi j'ai tout fait en fonction, mais très souvent les gens font des grosses fonctions main où ils balancent tout dedans. Moi je préfère comme ça, c'est un peu plus clair. Donc premièrement, vous allez compiler le code. Donc compiler, c'est on va préparer le réseau. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est compliqué, mais il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est loss. Donc loss, vous reconnaissez, c'est la fonction du calcul du coût. Donc en fait, c'est la fonction coût. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de fonctions coût, ça c'en est une. Donc, ça s'appelle la sparse categorical cross entropy. Donc, c'est une fonction qui est utilisée pour la classification. Donc, moi, ce que je vous ai présenté là, alors j'y retourne vite fait parce que j'ai un peu plus de temps finalement. Cette fonction-là, elle est spéciale pour la régression linéaire, pour calculer des valeurs qui sont finies, comme le prix d'un appartement. Donc, là, c'est un autre type de fonction qui est très connu, qui s'appelle la cross entropy. Cross entropy, je crois que j'en ai un exemple juste ici. Donc, je vous la présente en 2SPI parce qu'elle est importante. Donc voilà, c'est la fonction de base pour tous les réseaux de neurones qui font de la classification. Est-ce que j'ai un exemple? Ouais, bon. Non, mais bon, on ne va pas rester là. Mais voilà, donc on reconnaît la fonction coût qu'on a utilisée. Après, il y a beaucoup de paramètres que vous mettez souvent de manière normale. L'optimiseur Adam, c'est comme la descente du gradient, mais c'est une variable encore plus optimisée. Donc certains disent que c'est le meilleur optimiseur. Je pense surtout que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait personnellement. Et les métriques, bon, ça c'est encore plus compliqué, c'est comment on va calculer l'erreur. En fait, quand on fait l'erreur, finalement on va calculer une erreur entre 2 points. Donc moi, je vous ai présenté l'erreur, c'était MSE, Mean Square Error. Donc c'est l'erreur au carré. Mais il existe énormément d'erreurs. Ça, c'est l'erreur de base. Après, on peut aussi calculer l'erreur de manière, ce qu'on appelle Manhattan. Donc Manhattan, si vous avez un point A et un point B, et au lieu de faire une droite les reliant, calculant l'erreur, on fait un trait horizontal et un trait vertical. Je vous avoue que je ne sais pas dans quel cas on doit l'appliquer ça, mais voilà, c'est pour vous expliquer que c'est la manière dont on va calculer justement cette erreur, le métrique. Ensuite, bon voilà, ça, le modèle summary, il est très important. Ça va permettre de faire un visuel de votre modèle. Donc, vous allez avoir à l'écran toutes les couches avec le nombre de neurones. Donc voilà, ça permet, avant d'entraîner le modèle, d'avoir un rappel sur toutes les couches qu'on a. Donc ici, on a l'entraînement du modèle, à proprement dit. Donc en entrée, on a bien sûr les features d'entraînement. Donc moi, je les ai appelés X-Train. Les labels d'entraînement, Y-Train. Je ne vais pas rentrer dans le batch size, ni dans les époques, ni dans la validation de data. Ça, on verra ça si on peut plus tard. C'est pas compliqué, mais voilà, il faut en parler.
Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai deux, trois trucs sympas? Non, bon voilà. Je voulais juste vous montrer voilà, que sur TensorFlow comment vous avez vite fait pour monter un petit réseau de neurones. Donc voilà, il tient juste ici. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer le code si ça vous intéresse. Donc ça, c'est pas un fully connected, c'est un réseau à convolution. Cependant, pour finir, je tiens à dire que, en fait, on appelle ça réseau convolution parce qu'il y a des couches de convolution. Mais en fait, vous voyez bien qu'à la fin, il y a des couches fully connected, donc des perceptrons multicouches. Et en fait, la raison, c'est que on n'utilise pas ça pour rien. C'est pas pour rien, en fait, si on met des couches denses à la fin. C'est parce qu'il y a une règle d'or. Enfin, c'est surtout une règle qu'utilisent tous les chercheurs en IA. C'est que chaque couche a son utilité précise. Une couche de convolution, elle va permettre de repérer des caractéristiques sur nos données, mais de manière très précise et surtout en minimisant le temps de... Enfin, je ne vais pas vous en dire plus, mais on verra ça à la formation sur les réseaux à convolution. On va voir du coup que ça va servir surtout dans les images pour détecter des caractéristiques, dont des formes, très rapidement. Et en fait, à la fin de tout réseau, que ce soit du réseau récurrent, du réseau à convolution, vous aurez plusieurs couches de fully connected. Et tout simplement parce que le fully connected, il reste le réseau de base, enfin le modèle de base, pour décider. En fonction des sorties des convolutions, on va devoir décider quelque chose, si c'est une pomme ou si c'est une poire. Et ça, il y a seulement les perceptrons multicouches, donc les fully connected, qui sont capables de faire ça. Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que de base, on présente le perceptron multicouche, parce que on sait que de toute façon, il sera utilisé de partout. Donc voilà, et juste, si je vois ça, ouais. Donc on voit aussi que la dernière fonction d'activation du réseau, c'est un sigmoïde. Donc ici, c'est le mauvais choix, parce que souvent, on va utiliser une fonction qui s'appelle le softmax. Le softmax, c'est une fonction qui va donner une probabilité pour chaque classe en sortie. Donc voilà, je dis juste pour la préciser pourquoi là, c'est un relu, et là, c'est une fonction qui est différente, qui devrait être d'ailleurs softmax. Donc voilà, du coup, pour l'apprentissage et pour le petit code TensorFlow. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Genre là, dans ton code, comment tu lui dis, par exemple, tiens, regarde telle image. Et genre, quand tu lances ton programme, toi, tu vois quoi? Enfin, Ouais, je ne l'ai pas présenté parce que j'ai pas trop le temps de le faire et ce n'était pas non plus l'objet. Mais effectivement, je le fais ici. Donc, j'ai créé une fonction, par exemple. Alors, attends. Ouais, par exemple, ici. Donc là, j'ai une fonction. Donc moi, j'importe mes images. Tu veux dire pour faire de la prédiction, Florentin? ouais. Par exemple, avec la convolution, là. Ok. Donc tu veux dire comment je charge mes images, en gros? Ouais. Ok. Bah pour ça, c'est pas compliqué, hein. Il y a plein de librairies, surtout sur Python. Moi, je te conseille OpenCV. Donc par exemple ici. Donc là, j'ai demandé à mon coloc d'écrire un chiffre et que j'ai pris en photo. Et avec CV, si tu veux, j'appelle la librairie, je fais imread, je mets le nom du fichier, donc qui est dans le même répertoire, et je la mets en nuance de gris, ici. Donc dès que j'ai chargé ensuite cette image ici, il faut la resizer, donc la mettre à la même taille que les images dont le réseau a été entraîné. Donc moi, c'était des images de 28 par 28, donc c'est pour ça que je fais un resize ici, puis un reshape. Bon, reshape, je vous explique pas ce que c'est, on verra ça plus tard, mais retenez parce que c'est très important. Et ensuite, du coup, je peux prédire, utiliser directement cette image, en fait, en la mettant directement en entrée du réseau, hein, de manière pour représenter, parce que je resize avec la même taille que les images d'entraînement, et surtout avec la même couleur. Donc si j'y entraînais avec des images en couleur, je suis obligé d'entrer des images en couleur. Là, c'était en nuance de gris. J'espère que je réponds à ta question. Ouais, et c'est où que tu fais le lien justement entre les images et ton réseau? Parce que là, du coup, on a l'impression que tu as une fonction qui s'occupe de charger les images, de les mettre conformes pour que ça colle avec le réseau. Et après, où est-ce que tu fais le lien et que tu Ok, dis... ouais. C'est avec la fonction predict qui est ici. Ok, d'accord. Et toi, genre, quand tu lances ton programme, par exemple, tu lui balances une image et il te renvoie un truc en console ou un truc comme ça, genre une prédiction ou... Oui, en fait, si tu veux, ce qui va sortir en fait, ton réseau, il va renvoyer,
je vais prendre l'exemple d'ici. Donc là, en sortie de réseau, j'ai 10 prédictions. Évidemment, normalement, la prédiction la plus importante sera entre 0 et 1, sera pour l'objet que l'algorithme, enfin, dont le modèle considère que c'est le bon, en fait, qu'il a prédit. Pour ça, du coup, j'ai un vecteur de 10 données qui vont sortir du réseau. Donc, tu vois que c'est label predict, ici, par exemple. Donc ça, moi, j'utilise une fonction qui s'appelle armax, donc c'est de NumPy, qui va en fait te renvoyer l'élément le plus important de ton vecteur. Donc moi, du coup, ce sera sur mon vecteur de 10 données, il va me ressortir le plus grand vecteur qu'il y a. Donc avec ça, ensuite, je peux faire cette phrase. Donc le modèle prédit. Alors attends. Donc voilà, tu vois, avec ça, en fait, je peux tout simplement prédire à quelle classe il appartient. Et ensuite, j'utilise, donc là, je l'avais mis en paramètre, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, j'utilise Matplotlib avec imshow qui va te permettre d'afficher l'image qui a été prédite. Ensuite, tu as juste à comparer cette image avec le label qui a été prédit. Donc par exemple, s'il a prédit un 5, alors normalement, l'image qui va m'afficher, ce sera un 5. Ok, d'accord. Et genre, parce que du coup, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que ça demande énormément de puissance de calcul. Et il n'y a pas une autre façon d'améliorer le truc, entre guillemets, enfin, à part améliorer la puissance de calcul du PC ou... Bah, de toute façon, en fait, de base, ce qui coûte le plus souvent, enfin, même tout le temps, c'est l'apprentissage. Là, ça va parce que j'ai des images en 28 par 28. Mais par exemple, j'ai un autre. Alors attendez. Je ne sais pas si je l'ai ouvert il y a longtemps ou pas. Donc là, c'est des images 28 par 28 qui sont assez simples. Donc là, l'apprentissage, il n'est pas très long, tu vois. Mais si tu prends par exemple des réseaux beaucoup plus importants, beaucoup plus denses, comme PicoYolo, donc c'est un réseau qui peut calculer jusqu'à 1000 classes avec des objets de la vie courante, genre des voitures, des personnes, etc. Lui, ça demande peut-être des jours d'entraînement selon la machine que tu as. Mais après, en fait, quand tu fais juste de l'inférence, donc quand ton réseau est déjà entraîné, quand tu fais juste de l'inférence, donc juste de la prédiction, c'est beaucoup moins important finalement la puissance requise. Donc, c'est surtout l'apprentissage en fait qui va coûter en ressources et en temps. Une fois que ton réseau est entraîné, là, ça va, tu peux utiliser de manière à peu près potable. Ça dépend après du temps réel qu'il te faut, bien sûr, hein, mais... Ok, du coup, en fait, de toute façon, à la fin, dire qu'un réseau est entraîné, ça veut dire qu'il a des paramètres qui ont été prédéfinis avec la fonction d'erreur, là. C'est ça. Et que la fonction d'erreur est au plus bas et que les paramètres sont bien en Ouais. match avec ça, quoi. Quand on parle de modèle entraîné, c'est ça, c'est que les paramètres ont tous été entraînés et que, donc grâce à par exemple, la méthode du descente du gradient qu'on a vue, et du coup, on a pu y toucher, on va juste faire de l'inférence sans rétro-propagation. Et j'ajoute aussi que ton modèle, ça peut être un fichier. Là, par exemple, tu vois que moi, j'ai entraîné un modèle et tu peux sauver ton modèle avec la fonction save et après, tu peux la charger avec load model. Donc, par exemple, j'ai déjà fait l'apprentissage de ce réseau que j'ai appelé cnnmnist.h5 et du coup, il est sauvegardé sur mon ordinateur. Et quand je veux le charger et l'utiliser, j'ai juste à faire load model. Je fais un petit summary pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Et ensuite, bah, c'est parti, je fais du predict en l'utilisant, quoi, si tu veux. Ok. Et genre, là, ça veut dire... Pardon. Non, vas-y. Non, je voulais demander, ce que tu sauvegardes, du coup, c'est tous tes paramètres, en fait. Enfin, tous les points, C'est entre ça. guillemets. En fait, quand tu sauvegardes un modèle, c'est que tu vas sauvegarder seulement tes paramètres et bien sûr la structure de ton algo, donc l'architecture de ton réseau, donc c'est-à-dire le nombre de couches, quelle couche, est-ce qu'il y a de la convolution, etc., quoi. Ok. Et donc, genre là, en gros, si tu... Enfin, là, est-ce que tu serais capable de faire un algo qui prédit sur des petites photos et qui se trompe pratiquement jamais et qui a genre... Enfin, qui est bien entraîné? Genre, ça prendrait Bah, combien de temps? ça peut prendre, pour l'entraîner, tu veux dire? Ouais. Alors ça dépend. Moi, ça dépend de ton processeur, hein, du coup. Oui. Moi, par exemple, celui-là, il s'entraîne à peu près en 15 minutes.
Mais j'ai un autre modèle qui prédit la. Donc, c'est le dataset cette fois de Microsoft avec des chiens et des chats. C'est des images beaucoup plus grosses. Et là, par contre, c'est dans les 3/4 d'heure, voire 1 heure d'entraînement. Et encore, hein, c'est gentil ce que je fais là. Et genre, c'est quoi aujourd'hui genre l'enjeu de l'IA et qu'est-ce que en gros on essaie de faire avec et genre sur quel genre de truc on essaie d'entraîner des algorithmes quoi. Enfin, Bah, je sais alors pas maintenant, si- on est quand même passé à la version d'au-dessus. Tout ce qu'on voit là, de toute façon, c'est pas du tout démodé, hein. Mais maintenant, il existe beaucoup, enfin, d'autres méthodes. Il y a l'apprentissage par renforcement qui sera présenté à la fin tout à la fin par Sébastien parce que c'est assez complexe. Ça n'a rien à voir avec ça. Il y a enfin, maintenant, il y a aussi quelque chose d'autre qui est à la mode, c'est les algorithmes de génération automatique. Donc, c'est qu'en fait, par exemple, à partir de données de superstars, on peut recréer une image de superstar du point de vue de l'algorithme, si tu veux. Donc, c'est en fait, on va créer des données de manière artificielle. Donc, ça existe déjà pour les tableaux. Il y a des tableaux de luxe qui sont créés par IA, donc grâce à ça. Après, tout ça, ça existe énormément. Genre, dans la voiture autonome, bah, typiquement, tu vas faire de l'object detection. Donc, c'est différent de ce qu'on a vu là. L'object detection, c'est que tu vas repérer en temps réel, par exemple, où sont les piétons sur ton image. Mais surtout, ce qui est la grosse différence, c'est qu'il ne va pas te dire si oui ou non il y a un piéton. Il va te mettre l'emplacement du piéton, donc sur l'image, et il peut t'en situer plusieurs à la fois. Donc ça, c'est un autre niveau qui demande beaucoup plus de ressources que la simple inférence de classification. Et au final, tu peux appliquer ça à tout. De toute façon, tu as une entrée, une sortie, tu compares si c'est la sortie que tu Exactement, veux ouais. et puis tu entraînes. Ok. Par exemple, un drone, si en entrée, tu mets les données du gyroscope et en sortie, tu veux qu'il calcule les puissances moteurs, bah, c'est tout à fait possible de calculer un drone intelligent qui, en fonction, donc sans PID, enfin le PID, ce serait le réseau de neurones, et avec ça, du coup, en fait, tu pourrais lui apprendre à se stabiliser de manière automatique, tu vois. Ouais, ok. Je coupe juste l'enregistrement parce que là, ça fait long quand même, je pense. Et là, par exemple, pour